pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment créer son SMSI sur mesure avec une plateforme no-code. Et j'ai le plaisir donc d'être accompagnée par Yannick Lebriquet, qui est patron, dirigeant de de la société Anakin. On va rentrer un petit peu dans le détail de ce que fait Anakin. Et Denis Noirter, qui est consultant formateur donc de son cabinet DN Consulting. Donc, je vais vous laisser chacun la parole pour vous présenter votre entreprise, et puis après, on va commencer à parler de l'ordre du jour. Oui, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter et présenter Anakin. Gwendoline, tu peux passer au slide suivant. Voilà, donc Anakin, on existe depuis 1998 et on est une petite société de 25 personnes et on édite une plateforme de développement d'applications métiers sur mesure. Cette plateforme, elle est orientée gestion électronique de documents et gestion des processus métiers. Et donc, elle est plus particulièrement destinée à des applications de collecte, construction, suivi et production d'informations. Donc ça, c'est assez vaste, mais ça peut être des ERP complets. On a fait des applications de gestion de formation, de gestion de contrôle d'accès, de support de processus métier et des applications de système de management. Qui sont de fait des applications qui collectent de l'information, la traitent dans des processus bien formalisés. Depuis 2 ans, on a associé à notre plateforme qui s'appelle AP4 un outil no-code qui permet de configurer et de paramétrer une application sur mesure sans écrire une seule ligne de code, en paramétrant les éléments de l'application. Et donc, on a 3 métiers au final, c'est-à-dire on a le métier d'éditeur de la plateforme AP4 et de son compagnon Easy AP4. Donc là, on commercialise, on développe, on maintient ces logiciels. On a aussi le métier d'intégrateur, puisque certains de nos clients nous ont demandé d'être l'intégrateur de leurs solutions sur mesure. Donc, on a développé avec notre plateforme des applications métiers sur mesure et on les maintient aussi. Donc, on fait une activité de TMA. Et nous avons aussi depuis peu, enfin depuis que le compagnon no-code existe, une activité d'hébergement. Donc, on héberge pour nos clients, on héberge, on sécurise et on exploite les applications métiers construites avec Easy AP4 ou même avec AP4 en natif. On est certifié ISO 27001 version 2017, donc depuis 3 ans. Et pour expliquer un peu la démarche, c'est que j'ai eu une expérience passée de certification ISO 9001 dans une entreprise précédente. Et tout le monde me disait, oui, la qualité, ça va rajouter tout un tas de tâches, de choses à faire à côté du projet, ça va alourdir le projet. Et au final, ce qu'on a constaté, c'est que ça a été tout le contraire. C'est-à-dire ça a été des gains de qualité et de productivité. Donc je me suis dit qu'en adoptant la même démarche au sein de l'entreprise, donc globalement, une démarche qualité, on obtiendrait des gains de productivité et de qualité de ce qu'on produit. Donc on n'est pas parti sur le 9001 mais sur le 27001 parce que nos clients, parmi nos clients, nous avons des clients sensibles à la sécurité et j'ai trouvé que c'était une démarche qui était plus adaptée à notre marché pour avoir aussi un avantage concurrentiel et répondre aux exigences de sécurité que nous donnaient nos clients en répondant par la conformité, justement, qui était déjà un élément de réassurance pour eux. Donc la norme ISO 27001 c'est imposé. Et on travaille maintenant avec Denis depuis le début de l'année pour passer à la version 2022 et étendre le périmètre de la certification.
Et puis aussi, pour la petite histoire, dans notre lien avec la conformité et la normalisation, elle s'est faite aussi au travers de nos clients, parce que nous avons comme clients l'AFNOR qui utilise notre plateforme pour leur processus d'audit, le COFRAC que vous connaissez aussi, qui est l'organisme d'accréditation qui accrédite entre autres les organismes de certification, et donc une démarche un peu similaire pour produire les rapports d'évaluation. Dans le domaine de l'évaluation, on a aussi le HCRS qui évalue la recherche et l'enseignement supérieur, donc il y a une démarche à peu près similaire à celle du COFRAC. Et nous avons mis en œuvre des systèmes de management intégrés au ministère des Armées, une application qui est un système de management intégré qualité, sécurité, environnement. Et auprès du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, nous avons aussi mis en place la gestion électronique de documents et la gestion des non-conformités ou des écarts. Donc, c'est une part d'un système de management aussi. Donc, on avait à la fois un besoin interne, mais aussi une sensibilité liée à nos clients qui font de la certification ou de l'accréditation ou qui ont des systèmes de management eux-mêmes. Je laisse la parole à Denis pour qu'il se présente. Merci Yannick. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Denis Noirter. Moi, j'ai créé mon cabinet en auto-entrepreneur. Gwendoline, s'il te plaît. En 2017, lorsque j'ai pris ma retraite, parce que bon, je considérais que je pouvais rétrocéder, retourner toute l'expérience que j'avais acquise dans une vie antérieure vers des PME et des PMI. Donc, j'ai créé ce cabinet de consulting dans lequel je propose une offre d'organisation et de fonctionnement des entreprises autour des normes ISO, en particulier la norme 9001, 27000, qui est la sécurité, et la 20000, qui est le management des services. Et depuis 3-4 ans, j'ai rajouté aussi le référentiel national qualité sur la formation, puisque Calliope est arrivé et a remplacé les certifications précédentes. Et je suis aussi donc consultant dans ce domaine-là. Mes clients sont essentiellement des PME, PMI, ETI dans la région toulousaine, sur des sociétés plutôt de services informatiques, puisque mon expérience est ancrée sur ce domaine-là, et une grosse PME de 300-350 personnes sur la région parisienne. Donc, j'accompagne ces sociétés jusqu'à la certification, puis je les aide dans la maintenance de leur système et voire d'orientation vers d'autres normes. Je suis aussi auditeur de certification sur ces normes-là et référentiels pour Socotec et pour Atalia en termes de Calliope. J'ai enseigné aussi à l'école supérieure de la qualité et de la sécurité sur Toulouse la norme ISO 27001, mais j'ai été rattrapé par la limite d'âge et on m'a dit merci monsieur Noirter, vous devenez âgé pour être enseignant. Bon, j'ai arrêté il y a 1 an tout ceci. Alors, auparavant, j'étais dans une entreprise qu'on a partagée avec Yannick il y a quelques dizaines d'années, qui s'appelle Sopra Steria, et j'étais du canal historique Steria. J'ai fait toute ma carrière dans cette entreprise parce qu'elle m'a apporté beaucoup de valeur dans mes compétences, mes connaissances et valeurs humaines aussi. Et j'ai mis en œuvre des responsabilités autour des opérations de gestion de projets informatiques. Sopra Steria est une société, une entreprise de services numériques qui à l'heure actuelle est à 40 000 personnes. Quand j'y suis rentré, nous étions uniquement 800. Quand je dis uniquement, c'est entre guillemets, bien entendu. Au cours de ma carrière, si je fais une synthèse, j'ai pris des responsabilités au niveau de la direction qualité France de Steria, que j'ai assumé pendant 5 ans, à la transition de la norme ISO 9001,
qui passait à la version 2000 avec l'introduction des processus. Nous pourrons en parler ultérieurement. J'ai pris aussi les responsabilités de direction des opérations sur l'ensemble des régions de Steria. Et à la fin de ma carrière, j'étais directeur industriel en charge de tous les centres de services de Soprasteria jusqu'en donc 2016. Voilà, pour faire simple et dans un temps limité, hein, on résume pas 36 ans de carrière comme ça, mais je pense vous avoir donné les principales activités et expériences que j'ai pu avoir. Voilà. Du coup, on va partir sur la partie opérationnelle du webinaire, comme on pourrait dire. Donc, du coup, une introduction sur les défis actuels de la mise en place du SMSI. Qu'est-ce que vraiment un SMSI efficace aujourd'hui? On va partir sur la partie outils. Donc, pourquoi choisir une plateforme no-code? Illustrer donc par un cas d'usage comment construire son SMSI sur mesure avec une plateforme no-code. Et donc, on va parler de la possibilité de le faire avec une solution comme EasyAP4. Et enfin, comment bien démarrer ce type de projet. Je vais passer la parole à Yannick pour la partie introduction. Ah, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro pour éviter les bruits parasites. Oui, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, un peu le pourquoi on s'était orienté vers la mise en place d'un SMSI, alors d'un système de management, on va dire en général. C'était essentiellement pour nous deux objectifs à atteindre, hein, un objectif interne de productivité finalement, ou d'augmentation de la qualité et de l'efficacité de l'entreprise, et puis un défi externe en réponse aux exigences de nos clients, qui avaient des exigences sécuritaires. Hein. Parmi nos clients, on a des organismes d'intérêt vitaux, hein, c'est le terme consacré, et qui ont un niveau d'exigence assez fort sur la maîtrise de l'information. Et donc le défi actuel, ou en tout cas la difficulté qu'on a pu rencontrer, ou en fait qui en était une sans en être, c'est qu'effectivement sur une entreprise de petite taille comme la nôtre, l'organisation est assez souple, assez variable, elle s'adapte aux différents projets. On n'a pas une structure très rigide, et il faut que le SMSI puisse refléter cette structure et puisse évoluer, parce que notre structure, l'avantage d'une petite société, c'est qu'elle est souple, qu'elle est agile, mais son organisation peut aussi se modifier dynamiquement au cours d'une année, et donc ce qui est mis en place dans le SMSI en janvier, en juin, il y a des choses qui ont changé, des organisations, des postes, des responsabilités qui changent. Et donc, il faut avoir un système qui soit fiable, stable, mais qui puisse évoluer très souvent et très rapidement pour refléter l'organisation exacte de l'entreprise. Parce que on va dire, le système de management, je l'entends comme intégré et pas comme à côté. Souvent, là, une démarche qui peut être mise en œuvre, enfin de moins en moins, où la direction qualité est à côté de l'opérationnel et fait en sorte de recoller les morceaux. Non, c'est pas du tout ça qu'on a fait. C'est-à-dire, c'est mettre la qualité, le système de management au service des opérationnels, et l'opérationnel participe du système, quoi, en fait. Voilà. C'est ça qui est fondamental, je pense, dans la mise en œuvre du système, qu'il soit vraiment intégré à l'activité opérationnelle de l'entreprise. On t'entend pas. On t'entend pas. Le micro. Pareil, j'avais coupé. Je vais passer le relais à Denis pour cette deuxième partie. Donc, est-ce que vraiment un SMSI est efficace aujourd'hui, et quelles sont les meilleures pratiques? Alors, l'introduction de Yannick est tout à fait en phase avec mon approche. Un système de management au sens large du terme doit être au plus proche des opérationnels, doit être dans la culture de l'entreprise, doit être dans le vocabulaire de l'entreprise. Il ne doit pas refléter la norme, mais refléter le fonctionnement
et l'âme de l'entreprise. Pour ce faire, pour moi, le système de management au sens large du terme, c'est un regroupement des meilleures pratiques à utiliser, qui sont utilisées dans l'entreprise, en ayant un objectif unique, c'est la performance de l'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par performance de l'entreprise? C'est la performance économique, bien entendu. Une entreprise qui n'est pas performante et rentable ne va pas durer très longtemps. Mais pour avoir cette performance économique, il faut avoir aussi la satisfaction du client. Donc, c'est un système qui est tourné vers le client, qui est à son écoute, qui traite les demandes à son juste niveau. Il ne faut pas aussi que ces demandes soient au-delà des capacités de l'entreprise. Donc, il faut adapter les solutions aux exigences de ses clients, en discuter avec lui. Donc, on retrouve la partie agile dont parlait Yannick. Et pour ce faire, il faut aussi que les collaborateurs, les salariés soient bien dans cette entreprise. Ils trouvent une valeur ajoutée pour rester et faire progresser cette entreprise. Donc, à partir de là, il faut identifier quelles sont les meilleures pratiques de l'entreprise. Déjà, voir quelle est l'ambition de l'entreprise, où le président veut amener son entreprise dans les 5 ans, 10 ans à venir, pour pouvoir tracer une voie et construire ce système par la suite. Donc, cette ambition, on la retrouve dans les politiques générales de l'entreprise, dans laquelle le président va s'engager à mettre en place un certain nombre de dispositions pour arriver à la performance qu'il a souhaitée pour son entreprise. À partir de là, le responsable qualité, le responsable de la sécurité, de l'environnement, etc., vont prendre cette ambition, vont prendre cette politique générale et en déduire un manuel de management. Comme je vous l'ai dit, en prenant les bonnes pratiques identifiées au niveau de l'entreprise, ça veut dire que ces bonnes pratiques, ce n'est pas le responsable qui va les définir, comme on peut trouver dans encore beaucoup trop d'entreprises, à mon goût, définies par le responsable qualité ou le responsable de la sécurité, dans sa tour d'ivoire, qui imagine potentiellement ce qu'on pourrait faire de mieux pour produire le service ou fournir un produit au client. Non, ce sont les opérationnels qui doivent le faire et donc les convaincre de participer à des réunions dans lesquelles ils vont définir leur façon de travailler. Et ça, c'est le responsable qualité, sécurité ou d'environnement qui en a en charge. Il va être le chef d'orchestre de la construction de ce corpus. Et comme en général, et comme le fait Yannick, il y a des normes qui intéressent nos clients et qu'il faut embarquer dans notre mode de fonctionnement, on va aller étudier, quand je dis on, c'est le responsable, qualité, sécurité, etc., qui va aller étudier ces normes, les traduire ces exigences de normes en dispositions macro au sein de l'entreprise et voir avec les opérationnels comment ces dispositions macro peuvent être déclinées en dispositions plus fines et en mode opératoire. Donc, le premier point, c'est le manuel de management qui est de très haut niveau, qui est élaboré avec les opérationnels, mais qui ne permet pas potentiellement de dérouler l'ensemble des processus ou des activités. Donc, on descend d'un cran et on va trouver un ensemble de procédures, mode opératoire, plan de continuité, qui va permettre d'avoir un peu plus de détails dans ce que doit mettre en œuvre le salarié au sein de l'entreprise. Et enfin, pour aider tous ces salariés, on va rédiger des guides, des outils, des formulaires qui vont évoluer au fil du temps en fonction des dysfonctionnements observés ou des points d'amélioration que l'on a pu identifier tout au long de l'année. Donc voilà ce qui est un système de management. Un système de management de sécurité de l'information, on le verra plus tard ce que veut dire la norme ISO 27000, va être orienté spécifiquement sur la sécurité de l'information. Mais on peut y intégrer aussi des parties qualité ou des parties management de service pour en faire un système de management intégré qui est vraiment un outil opérationnel au service de l'entreprise. Voilà. Alors, les processus ont été intégrés dans la norme ISO 9001
Donc, en 2000, comme je le disais tout à l'heure, j'ai représenté ici de façon macroscopique les grands processus d'une entreprise, enfin ceux que je mets en place dans les entreprises que j'accompagne. Donc, en entrée, on a le client et ses exigences, et en sortie, on doit fournir un service ou un produit. Entre les deux, il y a le développement commercial, c'est-à-dire les processus qui vont permettre d'aller chercher un prospect, de convertir ce prospect en client. Donc là, il faut, et les normes 9001 l'exigent, avoir un certain nombre de points de contrôle pour s'assurer que les exigences et ce que produit l'entreprise sont cohérents. Et ensuite, il y a la partie production qui est le plus grand des processus dans lequel on va retrouver tous les processus de construction de produits, de conception, développement de produits ou de conception et développement de services. Là aussi, il y a un certain nombre de points incontournables qui doivent être mis en œuvre, vérifiés, afin de livrer un produit ou un service à un client qui puisse le satisfaire. Et l'objectif sera atteint à ce niveau-là. Alors, pour ce faire, la production et le développement commercial, qui sont les moteurs de l'entreprise, ont besoin de processus complémentaires. Il y a d'abord les processus de management, c'est-à-dire le management de la performance au niveau de l'entreprise au plus haut niveau, mais aussi performance éventuellement sur les services de production ou les projets. Si il y a plusieurs clients avec des projets différents, il faut aller voir et maîtriser la performance de ces projets, et on cumule et on remonte, on agrège les résultats jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise pour vérifier de façon périodique où en est la performance de cette entreprise par rapport à des objectifs qui ont été fixés d'abord par le président et ensuite par les différents responsables de service. Il y a le management de la production, donc produire un service ou un produit, là on va utiliser des outils ou des méthodes particulières, mais il faut le faire dans un temps déterminé. Et là, le management de la production est là pour permettre de mettre en place des dispositions et des contrôles de jalons qui permettront de s'assurer qu'on est dans les purs des plannings négociés avec le client. Et le troisième processus de management, c'est le processus de management de l'efficacité du système, parce qu'un système de management, comme tout système, si on ne le fait pas évoluer, va petit à petit s'éloigner des contraintes du terrain et donc ne plus être utilisé. Donc c'est un processus important qui permet d'enclencher tout ce qui est amélioration de la qualité. Et les processus support qui vont venir aider les opérationnels dans leur mise en œuvre, soit du recrutement, soit des achats, soit dans la gestion des infrastructures internes. Et si le système est basé sur une norme, on va s'appuyer sur ces normes-là, mais elles doivent venir qu'en complément et être traduites dans ces systèmes-là. J'ai représenté sur ce graphique les petites symbologies que vous avez dans la légende pour vous montrer que si on regarde un système de management de la sécurité de l'information, on va trouver à plusieurs endroits, voire dans tous les processus, des dispositions spécifiques liées à la sécurité. Faire un système de management uniquement sur la sécurité de l'information va être trop focalisé sur cette sécurité et oublier un peu les problèmes de production. C'est pour ça que je préfère le dispatcher au sein des différents processus et procédures tels que je vous les ai présentés dans le corpus. Donc, ces processus-là doivent apparaître dans le système. Ils sont en général une exigence de la norme, donc on peut descendre plus ou moins dans le détail pour les décrire. Mais comme le détail tue le détail, moi je préfère rester à un niveau macro qui permet après de pouvoir adapter la réalité du terrain aux contraintes des exigences des différentes normes. Alors, si on fait un focus sur la norme ISO 27001, la norme a changé de version en 2022.
Précédemment, c'était la norme version 2013 qui a eu quelques évolutions, mais mineures, plutôt cosmétiques que sur le fond en 2017 et je ne me souviens plus de l'autre date. Là, elle avait besoin d'une grande refonte. Donc en 2022, l'ISO a sorti cette nouvelle norme qui, par rapport aux précédentes, globalement reprend les mêmes principes, mais en les adaptant à la cybercriminalité d'aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui et en adaptant les exigences de la norme ISO 27001. Ce qu'il faut savoir dans cette norme, c'est qu'elle est, au niveau documentaire, elle est faite de deux parties. Une partie plutôt cœur de norme avec les chapitres classiques que l'on retrouve dans toutes les normes ISO, et une partie annexe qui n'est pas si annexe que ça, puisqu'elle présente l'ensemble des exigences sécurité qui doivent être appliquées. Initialement, il y avait 114 exigences, maintenant on est descendu à 97 exigences, qui est quand même relativement beaucoup, et qui sont réparties en domaines très spécifiques. Donc, cette norme, elle s'attaque à quoi? Elle permet d'obtenir la sécurité de l'information. D'ailleurs, dans le titre de la norme, on parle d'information, on ne parle plus de système d'information, on parle d'information au sens large du terme, c'est-à-dire toute donnée, élément, connaissance qui appartiennent à l'entreprise ou à ses clients et qui doit être protégée à son juste niveau. Et ensuite, ces informations dans le monde moderne actuellement sont numérisées et donc se retrouvent dans des systèmes d'information qui, à l'heure actuelle, font l'objet d'attaques, de cyberattaques et qu'il faut protéger encore de façon plus fine au fur et à mesure que les hackers trouvent des portes d'entrée dans vos systèmes. Système d'information qui va être au centre ensuite de la norme, information qui est portée par l'ensemble des collaborateurs, et c'est là où je voulais en venir, c'est que l'élément faible de ce maillage de sécurité de l'information, c'est l'être humain. On peut mettre en place tous les outils que l'on veut pour pouvoir sécuriser un système d'information ou protéger une donnée ou une connaissance. Les erreurs viennent essentiellement d'une mauvaise manipulation d'un collaborateur qui va ouvrir un mail qui lui était destiné, dans lequel on va trouver un cheval de Troie ou autre chose qui vont permettre d'attaquer le système d'information de l'entreprise. Donc, une partie importante de cette norme, ça va être la sensibilisation des ressources de l'entreprise. Gwendoline, s'il te plaît. Donc, si on regarde les grands principes de la norme, c'est d'abord une approche holistique. Comme je vous le disais tout à l'heure, la norme touche l'ensemble des parties, des services et des entités d'une entreprise. Autant on va trouver la norme 9001 qui va se focaliser sur la partie production de services, comme la 20000. La 27000 va s'adresser à l'ensemble des services, que ce soit des achats, avec les exigences à transmettre aux parties intéressées, c'est-à-dire aux sous-traitants, aux fournisseurs. Ça va être au niveau des RH pour l'embauche des collaborateurs. Ça va être au niveau du juridique pour intégrer dans les contrats des articles et qui vont permettre d'assurer à l'entreprise que les contrats faits avec les clients sont au niveau requis par la norme. Donc, c'est vraiment une norme qui touche l'ensemble de l'entreprise. Elle est touchant l'ensemble de l'entreprise, il est nécessaire et fondamental, plus qu'une autre norme, que cette norme soit pilotée par la direction. Moi, quand j'accompagne une entreprise, je fais en sorte que la direction soit convaincue. Quand je dis direction, c'est le président, c'est le directeur général, c'est le PDG, si on a les deux missions, dans la valeur ajoutée de la norme qu'on est en train d'implémenter. Mais sur la 27000, comme le maillon faible et l'individu, la direction doit porter l'exemple, porter la démarche et faire en sorte que les moyens soient donnés aux responsables de la mise en œuvre
pour que cette mise en œuvre soit la plus fluide possible. Elle est basée, cette norme, sur un point essentiel, c'est la maîtrise des risques. La maîtrise des risques sur les informations et l'accès à l'information, le détournement de cette information et l'utilisation frauduleuse de cette information. C'est-à-dire trouver quelles sont toutes les portes possibles qui vont permettre à quelqu'un d'extérieur d'accéder à une information dont il n'a pas besoin d'en connaître. Donc, la maîtrise des risques est l'élément central et moteur de la norme. Et bien sûr, l'amélioration continue, je vous en ai parlé. Cette amélioration continue, elle est basée sur le PDCA, bon, qui est une méthode qui date des années 45, 50, créée par un ingénieur américain pour relancer le Japon et qui est toujours d'actualité, qui est simple, c'est-à-dire je prévois ce que je vais faire, je fais ce que j'ai prévu de faire. Si ça va pas, je contrôle. Si ça va pas, je vais m'améliorer et je vais améliorer ce que je vais mettre en place et je vérifie périodiquement que tout ceci est dans la bonne lignée et ce qui fait que l'ensemble de ces dispositions permettent d'atteindre la performance et de monter petit à petit en maturité au sein de ces normes et de la performance. Alors, la norme, 4 piliers sur l'information. Il faut s'assurer de la disponibilité de l'information, c'est-à-dire que cette information soit accessible au moment où on en a besoin, pas avant, pas après, vraiment au moment où on a besoin, que la confidentialité de cette information soit assurée, c'est-à-dire que les gens qui peuvent accéder à cette information ont vraiment un besoin de connaître cette information et doivent l'utiliser dans leur travail quotidien. S'ils n'ont pas à le faire, ils n'ont pas accès. Et donc, mettre en place des dispositions qui vont limiter les accès aux informations manipulées. L'intégrité de l'information dans un système d'information de plus en plus complexe, l'information est éclatée. J'ai l'habitude de prendre comme exemple le dossier d'un salarié. On va y retrouver son nom, son salaire, ses vacances, la charge de formation, etc., qui peuvent être disséminés dans des documents séparés. Mais in fine, lorsqu'on accède à l'information à partir du matricule, c'est-à-dire de l'identifiant du salarié au sein de l'entreprise, on doit trouver une cohérence, une intégrité dans toutes les informations qu'on va retrouver. Et il n'est pas question de pouvoir accéder au salaire d'un autre salarié en regardant le salaire de M. Dupont, par exemple. Et la traçabilité, qui a tendance à disparaître, et je le déplore, c'est pouvoir savoir qui a créé l'information, qui l'a modifiée et qui l'a supprimée. Au quotidien, ça ne sert pas énormément. Par contre, en cas d'incident de sécurité, post-mortem, on va pouvoir remonter la chaîne et identifier quelle était la cause de cet incident de sécurité. Donc, les 4 piliers sont là et pour chacune des informations qui sera identifiée dans l'entreprise, il va falloir s'assurer que ces 4 piliers sont mis en œuvre et assurent la sécurité de l'information. Merci. Alors, dans le cœur de la norme, j'ai parlé d'information. On va étendre cette notion au support des informations et aux moyens qui vont pouvoir faire que ces informations sont accessibles. Et tout ceci, on appelle ça des actifs. Donc, une des premières choses à faire, une fois qu'on a déterminé les dispositions, qu'on a rédigé le système, le SMSI, première chose à faire, c'est identifier, avoir la liste exhaustive de tous les actifs de l'entreprise, c'est-à-dire de tous les éléments qui participent au fonctionnement de l'entreprise. Ça peut être des moyens, ça sont des ressources humaines aussi, de l'information, bien entendu, voire des processus et des fonctions critiques. Une fois qu'on a fait ceci, on va évaluer quelle est la pertinence et quel est le niveau de sensibilité de cet actif au sein de l'entreprise.
Je prends un exemple très simple. La machine à café, c'est un actif de l'entreprise, n'est-ce pas, qui aide grandement à l'échange d'informations et au partage entre les salariés, mais ce n'est pas un actif majeur. Bon, on n'a plus de machine à café, ça va un peu râler, mais ça ne va pas aller plus loin. Par contre, l'alimentation électrique d'une entreprise, ça, si on n'a plus d'alimentation électrique, dans un mode numérique, tous les serveurs s'arrêtent, les ordinateurs s'arrêtent, donc l'entreprise arrête de fonctionner. Donc, il est important de trouver, de mettre en place des actions qui vont permettre d'éviter qu'on perde l'électricité, l'alimentation électrique, voire que si on la perd, on ait des dispositifs redondants qui permettent à l'entreprise de continuer. Là, on va se retrouver avec un actif majeur, et c'est sur cet actif majeur qu'on va mettre en place une maîtrise des risques, c'est-à-dire quels sont les événements qui vont pouvoir mettre en dysfonctionnement ou permettre à un hacker d'accéder à cet actif et de provoquer son dysfonctionnement. Une fois qu'on a identifié la cause origine de ce risque-là, on va mettre en place un certain nombre d'actions préventives, et c'est ces actions qui vont être suivies au fur et à mesure de façon périodique au sein de l'entreprise. Et le troisième niveau, ça va être, on a mis en place nos actions, elles sont efficaces, elles nous couvrent, les risques sont maîtrisés, ils sont à un niveau acceptable pour l'entreprise. Malheureusement, il y a un événement qu'on n'avait pas prévu qui survient et qui fait en sorte que l'entreprise ne peut plus continuer dans son activité. La norme parle de continuité de sécurité de l'information, puisque c'est l'objectif de cette norme, mais moi je préfère étendre aussi à l'activité pour regrouper le tout et assurer à une entreprise la continuité de son activité et en même temps la sécurité de l'information. Et donc c'est ce plan de continuité de l'activité, c'est un document qui doit être rédigé au tout début de la démarche de mise en œuvre d'un système de sécurité d'information. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier pour ces actifs majeurs quelles sont les dispositions que l'on va mettre en œuvre en cas de dysfonctionnement et d'arrêt de cet actif, qui va permettre de réagir de façon très réactive à la remise en route de ces actifs afin de retrouver la production du service et des produits et retrouver les livraisons aux clients. Donc voilà les grands points de la norme ISO 27001. Alors, je voulais vous faire part d'une expérience, puisque dans le domaine de l'outillage des systèmes de management, la plupart du temps, on a des systèmes de management qui sont documentaires, wordiens, pour lesquels on passe un temps infini à identifier la forme, à se poser la question si ce caractère est en gras ou autre, et au détriment du fond. Lorsque j'ai pris en charge la direction qualité de Steria en 2000, la norme venait de changer. La norme a apporté un élément nouveau qui était le processus. Étant dans une société d'ingénierie informatique, des outils de gestion de processus, on en avait pléthore. Donc, j'ai regardé parmi les outils que l'on utilisait et j'ai choisi Megaprocess pour supporter notre système d'information. Puisqu'on parlait de processus, j'avais un outil de modélisation de processus, je l'ai utilisé. Donc, j'ai traduit les processus que nous avions identifiés au départ, donc dans une conception de processus. On a défini le nombre de niveaux de processus que l'on voulait documenter. On est arrivé à 3 niveaux, très simples. Le macro-processus tel que la cartographie que je vous ai présentée tout à l'heure. Un processus, une description de processus général tel que les achats ou la production de services. Et à l'intérieur, des étapes, des activités et des procédures plus élémentaires qui permettaient aux chefs de projet, directeurs de projet ou directeurs des services achats de savoir quels étaient les éléments qu'ils devaient mettre en place pour être conformes
au système de management de la qualité. Ce système a duré pendant 9 ans, de 2001 à 2010. Et puis en 2010, le système devenant obsolète en termes d'organisation, d'architecture, système, etc., on est passé sur une autre approche, mais toujours en ayant d'autres outils plus performants en termes de web, etc., mais toujours en s'axant sur le fond est décrit dans le système, on se concentre sur le fond, la forme a été définie préalablement et on n'y touche plus. Donc le système permet de sortir la documentation quand on le veut, on est toujours certain d'avoir la dernière version du système et la diffuser de façon très simple sur un intranet ou sur l'internet interne de l'entreprise. Les collaborateurs ont toujours accès à ce système de management et en plus, ils peuvent avoir accès en fonction de leur responsabilité, c'est-à-dire que nous avions des directeurs de projet qui avaient une vue des dispositions qui leur étaient spécifiques, les chefs de projet pareil, les directeurs de département avaient la même vision. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec un système tel que le propose Anakid maintenant. Les points forts, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, un accès simple, une maîtrise des évolutions, une conception d'un SMQ fixe et qui se concentre uniquement sur la forme. Le fond, ensuite, est intégré au fur et à mesure des évolutions de la norme ou des évolutions du système lui-même. Le revers, c'est que cela nécessite le maintien de compétences techniques pour maintenir, maîtriser, gérer cet outil. Donc, pour nous, c'était Megaprocess au sein de la direction qualité. Et là, ça a été vraiment la difficulté, bien que nous soyons une société d'ingénierie informatique, il était difficile d'avoir en permanence quelqu'un qui pouvait nous permettre de gérer et de maintenir ce système. Et c'est pour ça que nous l'avons abandonné au profit d'autres technologies beaucoup plus ouvertes à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup, Denis. On va parler maintenant de pourquoi on pourrait choisir une solution, une plateforme no-code pour faire son SMSI. Et Yannick va nous présenter donc l'exemple d'Easy AP4 sur lequel il a développé le SMSI de Anakin. Oui, merci Denis là, pour la présentation complète. Je vais peut-être, commencer d'abord un préambule entre no-code, low-code, développement. Tout le monde n'a pas les mêmes définitions, mais développement, on voit bien ce que c'est. On part de quasiment rien ou quelques bibliothèques qui nous permettent de construire une application sur mesure et puis on développe son application avec une phase de spécification, conception, réalisation, test, etc., etc. Le no-code, il faut un peu le comparer à ce qu'on fait sous Excel. Sous Excel avancé, d'ailleurs, souvent les directeurs qualité utilisent un tableur pour enregistrer toutes les informations qui sont nécessaires à la maîtrise du système, sous forme d'onglets, avec les informations dans différents onglets. Ensuite, ils vont sur un système un peu plus avancé, ils vont réaliser des formules qui permettent de maintenir la cohérence entre les différentes informations et les différents onglets. Donc là, c'est des formules de calcul des fois assez ardues à comprendre dans Excel. Et puis les plus audacieux vont aller jusqu'à écrire des macros sous Excel pour mettre en œuvre des règles métiers qu'ils auront établies dans leur système. Alors, l'avantage d'Excel, c'est que c'est à peu près accessible à tout le monde. Le gros inconvénient, c'est loin d'être un outil collaboratif. Et donc, si vous avez tout votre système, toute l'information supportée par votre système de management dans un fichier Excel, pour le maintenir, vous avez une personne, voire quelques personnes qui se partagent avec toutes les problématiques de duplication et de mise à jour entre les différents utilisateurs. Donc, une plateforme no-code, c'est à peu près le même principe. Vous allez définir des structures de données, vous allez définir des processus, vous allez définir des rôles des utilisateurs, bien sûr, et
Le gros avantage, c'est que c'est une application partagée et collaborative. Donc, tous les utilisateurs accèdent à la même source, à la même information, en fonction de leurs droits, bien sûr, et de leurs privilèges et les rôles qui leur ont été affectés. Mais l'information, elle est intègre et elle est la même pour tout le monde. Et elle est partagée. Le no-code, c'est pas... Alors, quand j'ai parlé de no-code et de développement, il y a un intermédiaire qui s'appelle le low-code. On entend souvent parler. Alors, le low-code, c'est tout ce qui existe entre le développement et le no-code. Donc, on fixe le curseur un peu où on veut. Et chez nous, ça se traduit aussi par la possibilité, quand le no-code a une certaine limitation, de développer une partie de l'application, parce que le no-code ne saura pas le faire. Mais ça permet de compléter avantageusement les capacités du no-code par du développement, on va dire, spécifique, en l'occurrence. Et cette approche, elle peut être intéressante. Nous, on a utilisé que du no-code pour faire notre SMSI. Donc, il y avait plein d'avantages à utiliser. Alors, on a bien sûr des plateformes no-code, il en existe plein, mais comme on en édite une, on a utilisé la nôtre pour notre propre SMSI. Ça permettait en plus de faire un démonstrateur de notre plateforme. Et ça permet de... Enfin, il y a beaucoup d'avantages à ça. Hein. L'adaptabilité, en fait, on construit le système en même temps qu'on le conçoit. L'avantage du no-code par rapport à un projet informatique classique où on a des... Alors, ça reste un projet, c'est-à-dire il faut définir le besoin et concevoir la solution. C'est que quand on conçoit la solution fonctionnelle, en fait, on l'implémente directement. On n'a pas besoin de passer par une phase de et comment je vais écrire ce logiciel. Et donc, les specs, c'est directement traduit dans l'application. Si vous dites je dois gérer des actifs, vous créez dans votre application l'actif, l'objet actif, et puis vous dites un actif, il a une description, on va lui associer certains critères d'évaluation pour pouvoir déterminer sa sensibilité, en fait, savoir si cet actif est particulièrement important pour nous ou s'il est mineur et on va avoir une surveillance plus light sur cet actif. Tous ces éléments, on va le renseigner dans l'application, définir ce qu'est un actif et ensuite rentrer les actifs qu'on a dans ce système. Et on aura très rapidement un processus d'évaluation des actifs qu'on va mettre en œuvre dans l'application. La même façon pour les risques, pour définir les risques, rattacher les risques aux actifs, définir l'analyse de risque. Peut-être on va pas mettre l'analyse de risque dans le risque. Le risque, il est tel que, mais les analyses viennent à côté du risque pour pouvoir définir en quoi ce risque est important, il doit être mitigé et quelles sont les actions qu'on met en œuvre. Les actions, tiens, je viens d'en parler, on va mettre un objet action dans notre système pour pouvoir suivre les actions et les processus associés au suivi des actions. Les actions vont peut-être amener des contrôles. Je vais mettre un objet contrôle dans mon système et ça va définir les contrôles à réaliser, leur fréquence, qui va les faire, etc., etc. Et quel est le résultat attendu du contrôle et enregistrer les résultats obtenus pour pouvoir voir les différences entre ce qui était attendu et ce qui a été obtenu, éventuellement déclencher une non-conformité qui va elle-même se traduire peut-être par une modification de la documentation, des process et donc éventuellement une modification de l'application elle-même et la manière dont on gère tous ces éléments. Voilà. Donc tous ces éléments, et oui, je vois qu'on avance rapidement vers la fin, vers l'heure, si on veut laisser un peu de temps pour les questions. Donc, ce que permet une plateforme no-code, c'est de gérer à peu près tout ce qu'on doit gérer dans un SMSI. La documentation, déjà, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ça repose quand même sur un corpus documentaire qui va définir de manière générale et puis de manière très particulière les processus mis en œuvre. Mais tous ces processus mis en œuvre, c'est en fait une spécification qui rentre en entrée du paramétrage de notre outil. Donc, à la fois, quand on définit les procédures, on va outiller ces procédures dans l'outil.
et donc avoir une démonstration de la mise en conformité, entre la conformité de ce qu'on a décrit par rapport à la réalité, puisque tous les collaborateurs de l'entreprise vont utiliser l'outil pour mettre en œuvre et tracer l'activité qu'ils ont sur tel ou tel processus ou sur telle ou telle procédure. Donc ça va très loin. On gère quasi, enfin, quand je dis on gère tout, je parlais des actifs, des risques, des analyses de risques, des actions préventives, des actions correctives, mais on va aussi enregistrer dans le système les audits, les non-conformités identifiées par les audits, que ce soit les audits internes, les audits externes. Bien sûr, on va enregistrer les incidents, les traitements de ces incidents. On va enregistrer tout ce qui est pilotage, les revues, bien sûr la mesure des indicateurs et des objectifs à atteindre et de la mesure de l'atteinte de ces objectifs dans le système. On peut même, ce qu'on a fait pour nous, ouvrir notre SMSI, enfin notre outil, on l'a ouvert à notre auditeur externe. Donc, il voit qu'une partie, mais il voit au moins les non-conformités qu'il a éventuellement détectées. Et la réponse qu'on a apportée à ces non-conformités, il le voit dans notre système. Puisque le système gère totalement les rôles, les droits et les accès. Il faut savoir que l'auditeur externe qui nous a audité a un compte sur notre SMSI, mais ne voit bien sûr que son audit, les non-conformités qu'il a identifiées ou les axes d'amélioration et les réponses qu'on y a apportées. Voilà. Donc quand je dis on traite tout, on traite vraiment tout. Le référentiel des fournisseurs ou les évaluations des fournisseurs, qui est une chose aussi importante. C'est comment on traduit les exigences, nos exigences sur nos fournisseurs quand ils participent de nos actifs. Voilà, tout est intégré dans le système. Alors, j'ai pas prévu de démonstration de la solution puisque c'est comme j'ai dit initialement, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire, on l'a adapté à notre manière de fonctionner et donc chacun l'adapte à son organisation, à sa manière de fonctionner. Et comment on l'a mis en œuvre? Très simplement, en fait, on a pris la démarche que Denis vous a expliqué tout à l'heure, et au fur et à mesure des nouveaux éléments qu'on devait intégrer dans notre système, on les a construits dans l'application. Ça va très très vite. Le système de gestion documentaire avec les cycles de revue, de validation, bon, ça a pris une petite journée à le calibrer totalement. La gestion des actifs, des risques sur les actifs, des actions et des contrôles associés, de la même manière. Si demain on décide d'ajouter un élément à suivre ou un particulier lié à la norme, on l'intègre dans le système, dans la journée. On écrit la procédure, on dit on va faire comme ça, et la procédure, c'est une spécification qui rentre dans le paramétrage de la solution en no-code. J'en parle d'autant plus facilement que c'est moi qui l'ai fait, le paramétrage. C'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Je suis partie prenante de la mise en œuvre du SMSI et donc j'ai travaillé avec les différents acteurs et puis j'ai mis en œuvre le no-code parce que c'est quand même très simple à traduire et à réaliser au sein d'une application. Donc, la démarche de construction de l'application, elle suit la démarche de construction du système de management, c'est-à-dire de la documentation associée, jusqu'à ce qu'on ait, bien sûr, alors là, c'est fondamental, sur le premier cycle de revue, qu'on puisse adapter le corpus documentaire, mais aussi l'application qui est support des procédures qui sont décrites et des processus qui sont décrits dans le corpus documentaire. Voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter là si vous avez des questions particulières. Merci beaucoup Yannick et Denis. N'hésitez pas, donc il y a un onglet chat sur la droite où vous pouvez nous adresser vos questions. Alors pour le moment, j'ai pas encore de questions, donc si Yannick a un complément qui n'a pas été dit, n'hésite pas. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai pas montré là, parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes.
J'ai pas démontré à quoi ressemblait l'application SMSI et sa mise en œuvre. Par contre, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous ferai une démonstration, alors pas sur notre système opérationnel, mais sur la même application avec des données qui sont pas les nôtres, de ce qu'on a mis en œuvre, mais qui correspond à notre besoin, hein, et qui ne correspond pas. Notre application SMSI, ce ne sera pas la vôtre. La vôtre, ce sera la vôtre. Voilà. C'est pas, on n'a pas construit un vertical généraliste destiné à tout le monde. On a construit le SMSI de notre organisation. Et je vous invite à essayer de faire la même chose chez vous. J'ai une première question. Quelles étapes recommandez-vous en priorité pour une PME qui démarre un SMSI sans certification préalable? Alors, je vais laisser la parole à Denis déjà parce qu'il y a l'approche initiale. Avant de faire le système, il faut le spécifier. Voilà. Quand vous parlez sans certification préalable, c'est-à-dire que bon, on part de zéro et on va construire ce système de management. Classiquement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un audit interne ou un questionnement, sans rentrer vraiment dans le détail des audits, un questionnement des principaux managers de l'entreprise pour savoir comment tout ceci fonctionne. Je vois les écarts par rapport aux exigences de la norme et par rapport au système que j'ai l'habitude de mettre en œuvre. Je fais une proposition de ces écarts et qui part sur la construction du système. D'abord en conception, et ensuite, avec Anakin, on part sur la mise en œuvre ou le développement. Et là, je te laisse la parole. Oui, après, une fois que les premiers éléments du système, alors, quand je dis qu'on a construit quelque chose qui nous est propre, on va retrouver quand même des incontournables dans le système de management. Mais une fois que la politique et le processus général aura été décrit, on va retrouver les incontournables que j'ai cités tout à l'heure. Hein. La gestion des actifs, elle y sera forcément. Le suivi des risques sur les actifs aussi. Les suivis des actions, ça y sera aussi. Par contre, la manière dont vous voulez faire l'évaluation des risques, la manière dont vous voulez identifier et caractériser les actifs, là, elle vous est propre. Donc, avant de le mettre en œuvre, soit vous-même, soit avec notre aide sur une application no-code, mais il faut commencer cette démarche, on va dire, de spécification, ce qui est la documentation initiale et le fonctionnement du système et les premiers processus à mettre en œuvre. Donc, effectivement, qui vont commencer par l'organisation, un manuel de management, on va dire, qui est l'organisation générale, et assez rapidement, l'identification des actifs, leur rôle dans le processus et donc leur sensibilité par rapport à la sécurité de l'information. Et là, tout de suite, vous mettez en œuvre dans une application déjà l'identification, alors les éléments d'organisation, c'est-à-dire que l'application doit refléter aussi votre organisation, les rôles identifiés au sein de l'entreprise, et très rapidement ces actifs qui va les constituer, qui sont des fois dans certaines entreprises on parle de responsables par rapport à un actif, mais des fois on parle de propriétaire. Enfin, après, il faut aussi que l'application, ça c'est très important, reflète le vocabulaire de l'entreprise pour que les collaborateurs s'y retrouvent tout de suite, comprennent ce que ça veut dire et pas à intégrer un nouveau vocabulaire externe, etc. Mais ça se fait en parallèle. Très rapidement, après les premières analyses, on peut déjà commencer à construire le système. J'ai une question. Merci pour la présentation. Je souhaite savoir si l'outil gère aussi la création de tickets pour la gestion des changements, des incidents et des vulnérabilités. Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, l'outil gère ce qu'on veut. Il ne sait rien faire tant qu'on ne lui a pas dit ce qu'il doit gérer. Donc, si vous voulez demain gérer des tickets, vous créez ce que doit être un ticket dans votre système. Peut-être dans le ticket, vous allez lui affecter un identifiant pour pouvoir le suivre, une origine, une description, une gravité. Et après, vous avez un processus d'analyse et de prise en charge du ticket qui vous est propre. Dans l'outil, vous allez définir votre processus, les différentes étapes de ce ticket,
les différentes parties prenantes. Est-ce que ce ticket, il est interne ou est-ce il fait intervenir une partie prenante externe, un client ou un fournisseur? Vous pouvez l'intégrer dans le processus, soit à l'initialisation du ticket s'il vient de l'extérieur, mais aussi en réponse à vos analyses ou en acceptation des actions correctives ou de ce que vous avez décidé de mettre en œuvre pour clore le ticket jusqu'à sa clôture. Et éventuellement, un processus complémentaire de vérification du traitement du ticket, une fois que le ticket est traité par un expert qui va dire « Ok, ça a été bien traité comme on avait prévu que ce soit traité ». Tout ça, notre outil ne sait pas que ça existe. Par contre, c'est à vous de dire dans votre configuration de code, voilà ce qu'est un ticket, voilà qui sont les parties prenantes, voilà quel est le processus, etc. etc. J'ai une autre question. Est-ce accessible pour une PME de 300 personnes qui n'a pas de service qualité pour ne pas partir de zéro? Nous, on est 25. Donc, on a mis en œuvre alors, on avait la facilité d'avoir notre propre outil, no code, pour pouvoir mettre en support le SMSI et outiller le SMSI. Après, sur une entreprise, sur une PME, j'imagine effectivement, il faut être accompagné, hein, comme le disait Denis, sur la démarche, quoi, hein, parce que si vous n'avez pas du tout de personnes compétentes dans le domaine, sur la démarche, il faut vraiment être accompagné. Ce qui est fondamental ça Denis l'a dit au début, c'est que la direction soit impliquée dans la mise en œuvre, vraiment, enfin, soit impliquée dans la mise en œuvre, en tout cas exprime clairement la volonté et accompagne cette mise en œuvre au sein des différentes revues qui vont être mises en place pour suivre la construction et le suivi du SMSI une fois qu'il est mis en place. Donc, effectivement, si vous n'avez pas de compétences particulières sur l'ISO 27001 ou sur un système de management, il faut vous faire accompagner par un consultant comme Denis, là, qui peut peut-être participer de la réponse. Mais... Oui, je rajouterai un point. Oui, c'est tout à fait faisable, hein, de partir dans une démarche certification quelle qu'elle soit, sans service, qualité ou sécurité, etc., associé. Par contre, et je l'ai déjà fait pour une PME de 300 personnes, et je le fais assez fréquemment pour des PME de moins de 100 personnes. Par contre, il faut qu'au sein de l'entreprise, il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité de la démarche et du système pour que déjà il participe et il acquiert toutes les compétences au fur et à mesure des exigences de la norme, et surtout qu'il puisse prendre des décisions, qu'il puisse faire des reportings au sein de l'entreprise pour s'accaparer vraiment la valeur ajoutée de ce système. Voilà, donc Nicolas complète la question, c'était un peu le sens de sa question. Donc, est-ce qu'Anakin, c'est une plateforme, et est-ce que vous proposez aussi le service lié à créer ce SMSI Oui, oui. En fait, avec notre plateforme, on est éditeur de la plateforme et on est intégrateur, c'est-à-dire qu'on peut aider nos clients à mettre en œuvre la solution. On a des clients qui l'ont mis en œuvre tout seuls. On leur a juste expliqué comment fonctionnait la documentation de la plateforme. Je parle du no-code, hein, et sa mise en œuvre. C'est vrai que ce qui se passe le plus souvent, qui est quand même le plus efficace, c'est que l'init étant compliqué, on a beau dire c'est du no-code, ça exige aucune compétence de développement. Il faut quand même avoir une démarche de conception fonctionnelle. Comment on organise les objets qui vont être manipulés, qu'on maîtrise plutôt bien. Et donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est un bootstrap avec notre accompagnement. Et après, en fonction de
de l'autonomie que vous avez vis-à-vis de la plateforme, ben, vous dites, bon, OK, la maintenance de mon SMSI, l'ajout de nouveaux éléments, la modification des processus, définition de nouveaux rôles, etc. Ça, je suis autonome. Et là, on n'est plus qu'en accompagnement si vous avez des questionnements, et on n'est plus maître d'œuvre de la réalisation. Merci Yannick, merci Denis. Donc c'était la dernière question. Je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Donc n'hésitez pas, là il y a les coordonnées d'Anakin. Vous pouvez aller remplir un petit formulaire de contact. Yannick pourra vous recontacter pour vous présenter ce qui a été mis en place chez Anakin et comment fonctionne la plateforme. Vous pouvez aussi poser la question si vous voulez que je vous repartage les coordonnées de Denis. On est là pour vous aider dans cette démarche qui est pas forcément simple à entreprendre au démarrage. En tout cas, merci pour votre participation, Yannick et Denis, merci pour cette présentation. Merci. En replay le webinaire. Merci à tous, très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.